Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un peu de d'habitude. Pour une fois je voulais un peu parler de mon expérience. Alors je suis pas un professionnel ou quoi que ce soit dans la DeFi, mais je suis plus pour autant un débutant parce que j'utilise quand même des protocoles de finance décentralisés depuis novembre-décembre et on va dire que depuis janvier-février ça a envahi mon quotidien en quelque sorte. Et je me suis déjà fait avoir. Après, heureusement pour moi, j'ai relativement de la chance, mais ça, on le verra plus loin dans la vidéo. Alors avant de parler de mes erreurs, je me dois de présenter les conseils de base pour investir. Que ce soit dans le domaine des cryptos ou dans n'importe quel autre domaine, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que sur les cryptos en particulier, il y a plein de risques, et on a vu récemment que c'était totalement possible pour l'entièreté du marché de se prendre un moins 50 voire moins 60% sur quelques semaines. Et je parle même pas des altcoins qui se sont pris des moins 90, moins 95%. Donc il ne faut clairement pas se lancer à l'aveugle sur les crypto-monnaies parce que quelques gens en parlent sur Twitter. Et sur la finance décentralisée, alors là il y a encore plus de risques entre les hacks, les exit scams, les impermanent loss, même si vous investissez dans des pools de liquidité, c'est vraiment un milieu dans lequel il faut avoir conscience des risques avant d'investir. Après je vous dis pas que vous allez forcément perdre votre argent ou vous faire hacker, que ce soit sur les cryptos ou la DeFi, mais c'est un risque et je vais vous donner quelques exemples qui me sont arrivés plus loin dans la vidéo. Alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde de faire ses propres recherches, Asher en a fait une vidéo récemment, et si vous regardez ma vidéo dans un futur plus ou moins proche, c'est possible qu'il ait sorti la suite de sa vidéo. En attendant, vous pouvez toujours regarder l'équipe du projet et voir leur nom sur LinkedIn pour savoir s'ils ont un parcours, un CV assez intéressant, ou alors si c'est totalement des inconnus. Je vous conseille de regarder aussi si l'équipe est active sur leurs réseaux sociaux, et vous pouvez éventuellement lire le white paper, la roadmap, voire la documentation pour ceux qui sont un peu plus avancés. Et il y a aussi des outils comme Rockdoc qui sont pas toujours très objectifs, on va pas se le cacher, mais qui permettent quand même d'avoir des informations sur un projet, donc ça reste un outil assez pratique. Avec tout ça, vous pouvez donc trier une bonne partie des projets, et par trier j'entends évidemment de les jeter à la poubelle. Alors là, on attaque un très gros morceau sur la DeFi, les impermanent loss. J'ai abordé le sujet plusieurs fois sur la chaîne, mais je vais le résumer assez rapidement. Sur la DeFi, on a ce qu'on appelle des pools de liquidité. Ce sont des sortes de coffres sur lesquels tout le monde peut ajouter des crypto-monnaies, et ça marche par paire, et c'est équitable. Donc par exemple, on peut mettre 50% de BNB et 50% de BUSD par exemple. Mais voilà, selon la volatilité des cryptos que vous avez déposés, eh bien ça peut vous faire perdre des sous. Donc pour garder le même exemple, si le prix du BNB baisse, eh bien vous allez vous retrouver avec plus de BNB qu'au début et moins de BUSD qu'au début. Et du coup, si vous convertissez ce surplus de BNB en BUSD, eh bien il y a des chances que vous ne retrouviez pas vos crypto-monnaies que vous aviez déposées au début et que vous ayez des pertes. Ces pertes s'appellent donc les impermanent loss. Dans ce cas-là, si vous aviez gardé vos BNB et vos BUSD sans les ajouter dans une pool de liquidité, eh bien vous aurez eu plus d'argent à ce moment-là. Au passage, si vous ne le saviez pas, les pools de liquidité c'est ce qui sert à pouvoir faire des swaps sur PancakeSwap ou autre. Et à chaque fois que vous faites un swap, justement, vous payez une petite partie de frais qui est reversée aux personnes qui apportent des liquidités à ces fameuses pools. Ces frais reversés aux personnes qui ont ajouté des cryptos sur les pools de liquidité vont leur permettre de contrer les impermanent loss ou de les contrer en partie. C'est pour ça qu'on peut staker ces cryptos de pools de liquidité pour gagner des intérêts en crypto-monnaie. Par exemple sur PancakeSwap, on peut les staker pour gagner du cake. Mais parfois, même avec ces intérêts supplémentaires, vous vous retrouvez toujours avec des impermanent loss. Il faut faire quand même attention aux crypto-monnaies que vous ajoutez dans des pools de liquidité et privilégier évidemment les stablecoins et les cryptos qui sont assez corrélés entre elles. Le terme un peu technique pour désigner un clone de PancakeSwap, c'est le mot fork, qui veut dire fourchette en anglais. Ce qui est cool, c'est que le code de PancakeSwap et d'autres plateformes est open source, donc tout le monde peut le voir, le copier et éventuellement l'adapter à leur sauce. Résultat, on s'est retrouvé avec 36 000 trucs du style nom de bouffe, point finance, ou encore nom d'animal, point swap. Et on est arrivé à un point maintenant où on retrouve des forks de PancakeSwap. GooseDeFi, c'est un fork de PancakeSwap. Eh bien, PantherSwap, c'est un fork de GooseDeFi. Et après tout, pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on peut encore continuer? BrainSwap, par exemple, c'est un fork de PantherSwap. Sauf que le problème, c'est que BrainSwap, déjà, c'est de la merde. Il n'y a que 30 000 de liquidité au moment où j'enregistre cette vidéo. Et en plus, c'est sur Polygon. Ça a carrément sauté d'une blockchain à une autre. Mais le pire dans tout ça, c'est que PancakeSwap, lui, c'est déjà un fork de SushiSwap, et SushiSwap, lui, c'était déjà un fork d'Uniswap. Alors je suis d'accord, le fait que les projets soient open source permet de rajouter des améliorations à chaque fois, mais on va pas se mentir, après PancakeSwap, il y a que des projets merdiques. Après, c'est de la merde, certes, mais il peut toujours y avoir des opportunités pour gagner de l'argent. Je vous conseille quand même de ne pas toucher à ce genre de projet, genre BrainSwap ou des trucs comme ça. Faut vraiment être assez expérimenté, assez doué et avoir
un peu de chance quand même pour réussir à faire des bénéfices sur ce genre de plateforme. Et même avec PantherSwap ou GooseDefi, peut-être que sur quelques jours vous allez gagner, mais sur quelques mois ou plus, c'est carrément du suicide, je vous conseille pas du tout d'investir sur ce genre de projet sur le long terme. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces projets ne marchent pas. Tellement que je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs. Mais en attendant, si vous voulez connaître toutes ces raisons, eh bien je les affiche toutes à l'écran, donc n'hésitez pas à faire pause. Ah tiens, j'avais oublié cette raison-là. Au passage, tous les mardis soirs de 19h à 21h, je suis en live sur Twitch, je parle de DeFi, je réponds à vos questions, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait énormément plaisir. Et tant que c'est le moment promotion, j'en profite pour faire une petite dédicace à GRZ et son site, enfin plutôt son blog noshi.fr, le lien est en description, et le lien de mon Twitch aussi est en description à mardi. Alors je vais peut-être faire un petit peu mon connard, mais déjà vous n'avez pas à trop paniquer si vous perdez des sous à cause d'un hack, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut investir que ce qu'on peut se permettre de perdre. Et je rajouterai même qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'évidemment si vous mettez tout sur une plateforme et qu'elle se fait hacker, eh bien vous perdez tout. Mais heureusement parfois ça peut bien se terminer. Sur PandaYield, qui est littéralement un des premiers forks de PancakeSwap, c'est même le deuxième je crois, les développeurs ont vu qu'il y avait un problème sur leur plateforme. Ils ont donc empêché tous les dépôts sur les pools de liquidités et ils ont dit aux utilisateurs de retirer leur crypto-monnaie s'ils en avaient déposé. Évidemment, effet de panique, le token s'est pris un moins 70 voire moins 80% il me semble. Quelques jours après, le token a réussi à reprendre un peu de sa valeur, mais ça n'a pas trop duré parce que les développeurs ont mis un gros bandeau rouge sur le haut de leur site. Et pour résumer, sur ce fameux bandeau rouge, il y avait écrit « On travaille d'arrache-tête pour régler le problème qu'il y a sur notre plateforme, mais on n'en peut plus, on a des mal de tête tout le temps, est-ce qu'on doit continuer ou est-ce qu'on doit tout arrêter ?» Évidemment, le token s'est repris un moins 70, moins 80%. Heureusement, les développeurs ont fait un vote à la communauté pour savoir s'ils devaient continuer ou abandonner le projet et la communauté a répondu à 99% pour continuer le projet. Yes! Donc après le vote, ils ont dit à tous les utilisateurs de retirer les bambous de la plateforme, parce que les pools de liquidité étaient fermés mais on pouvait encore staker ces bambous. Ensuite, ils ont fait un airdrop de leur token de la V2. Pour être éligible, il fallait avoir des bambous de la version 1 sur son portefeuille à une date précise. Et pour un token de la V1, vous receviez un token de la V2. Juste avant le airdrop, le token de la version 1 valait 6-7 $, et quand les gens ont reçu leur airdrop, le token de la V2 valait 10 $. Il a même atteint 20 $, puis il s'est stabilisé autour de 8 $, et il a fait que agonir lentement, et maintenant il doit valoir plus que quelques centimes. Résultat, je suis sorti au début de la V2, et malgré toute cette merde, malgré tous les problèmes qu'il y a eu sur la plateforme, j'ai quand même réussi à faire à peu près 300 $ de bénéfices. Donc morale, quand il y a un hack sur une plateforme ou une faille, ayez de la chance. Alors si vous n'êtes pas familier avec le lending, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Filda. Après cette vidéo, évidemment, le lien est en description. Mais en gros, ces plateformes de lending, c'est des plateformes de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies. Par exemple, si vous déposez 1000 $ de crypto-monnaie, vous pourrez emprunter quelque chose comme 700 $ ou 500 $ selon les plateformes. Donc si vous déposez 1000 $ en stablecoin et que vous empruntez une crypto qui n'est pas stable, il faut juste que son prix n'augmente pas trop. Et à l'inverse, si vous avez déposé 1000 $ d'une crypto pas stable et que vous avez emprunté du stablecoin, il ne faut pas que le prix de la crypto déposée baisse. Parce que du coup votre limite d'emprunt va baisser aussi et vous allez potentiellement vous faire liquider. En fait liquider ça signifie juste qu'une partie des cryptos que vous avez déposées va être revendue pour rembourser en fait ce que vous avez emprunté. Donc vous allez pouvoir garder ce que vous avez emprunté mais vous allez perdre une partie voire tout ce que vous avez déposé. Maintenant revenons quand tout était beau, quand le Bitcoin valait 60K et soudain Bitcoin passe à 30K, les altcoins suivent, tout le marché baisse, c'est l'apocalypse. Et devinez qui a déposé des cryptos pas stables sur Filda et qui a emprunté du stablecoin pendant cette fameuse baisse du marché crypto-monnaie. Ah oui, c'est moi, et le temps que je dorme, je me suis fait liquider 80% des UOB tokens que j'avais déposés. Ça fait mal. J'avais donc perdu 80% des UOB tokens que j'avais déposés, mais heureusement pour moi, j'avais 80% d'USDT à rembourser en moins. Donc faites très attention avec le lending, surtout quand on est dans un marché qui est pas sûr de lui. Et n'empruntez pas plus de la moitié de votre limite, voire 60% de votre limite si c'est pour du court terme. D'ailleurs, emprunter sur du long terme, vous oubliez tout de suite parce qu'avec tous les risques qu'il peut y avoir sur la DeFi, vaut mieux rester prudent et faire du court moyen terme. Quand j'ai découvert Bifi Finance, j'ai vu qu'on pouvait déposer du BNB avec un rendement d'environ 20%, mais ça utilisait Venus. Le problème c'est que j'ai déposé 0,9 BNB, donc pas grand chose. À ce moment-là, le BNB valait une trentaine de $.
sur Bifi Finance, il faut savoir qu'il y a 0,1% de frais de retrait sur tous les coffres. Donc pour un rendement de 20%, ça va, j'avais calculé qu'en 2 jours c'était remboursé, mais il y a d'autres frais à prendre en compte. Et j'ai surtout dit que ce coffre utilisait Venus. Alors à l'époque je savais même pas ce que c'était Venus, j'ai juste déposé mes BNB parce qu'il y avait un rendement assez intéressant. Le problème c'est que Venus c'est une plateforme de lending et ça demande beaucoup de frais de transaction. Évidemment, si j'avais déposé plus de BNB, j'aurais été remboursé plus vite sur ces frais de transaction. C'est pour ça que si vous voulez utiliser la Binance Smart Chain, je vous conseille de déposer au minimum 100$, voire 50$ si vous êtes un peu plus patient. Après, toutes les transactions ne coûtent pas le même prix sur la Binance Smart Chain. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les autres blockchains de la DeFi. En fait, quand vous faites un swap, ça va vous coûter entre 15 et 75 centimes, mais quand vous voulez envoyer une crypto d'un portefeuille à un autre portefeuille, ça va vous coûter que 4-5 centimes. Par contre, là, quand vous voulez déposer des crypto-monnaies sur Bifi Finance en utilisant Venus, là, ça va vous coûter 4-5€. Après, si vous utilisez surtout la Huobi EcoChain, Polygon, Phantom ou encore Thundercore, les frais sont anecdotiques sur ces blockchains, donc mon conseil s'applique surtout pour la Binance Smart Chain. Pendant un moment, des projets comme SafeMoon et Shiba Inu, on les voyait absolument partout. Je vous le dis, c'est des projets merdiques, sincèrement. Et on a vu émerger plein de projets qui leur ressemblaient à base de noms de chiens ou de safe bidule ou de safe machin. Alors oui, ça a beau être des projets merdiques, mais c'est pas impossible de faire du bénéfice, de gagner de l'argent sur ce genre de projet, mais sachez que tout le monde ne peut pas être gagnant. Déjà, le premier truc qui est assez alarmant, c'est que quand vous faites une transaction sur ce genre de crypto-monnaie, en général vous avez 8 à 12% de burn fees. Alors les burn fees, ça veut tout simplement dire que vous avez 8 à 12% de vos transactions qui vont être retirées tout simplement. Pour mon exemple, je vais prendre 10% parce que c'est rond et c'est pratique. Donc si vous achetez du safe bidule, imaginons que vous en achetez pour 100$, et bien en fait vous allez en recevoir 90$ parce qu'il y a 10% de burn, donc sur les 100$ que vous achetez, il faut retirer 10%. Et pareil, pile au moment où vous les aurez achetés, si vous voulez les revendre instantanément, déjà vous avez déjà perdu 10%, mais en plus vous allez les vendre. Donc il y a 10% qui vont être retirés. Donc 10% de 90$, ça fait 9$. Donc si vous les revendez instantanément, vous les revendez 81$. Donc vous avez perdu 19$. Et juste pour cette raison, c'est stupide d'investir sur ce genre de projet. À peine vous venez de l'acheter, vous êtes déjà à moins 19%. Mais bon, la plupart des gens n'étaient même pas au courant de ces fameux burn fees, puisqu'ils en ont juste entendu sur Twitter, et ils étaient appâtés par les gains, appâtés par le fait de faire de l'argent facile en un instant. Ah là là. Si seulement c'était si facile. Évidemment, certains ont quand même réussi à gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent pour certains, mais c'est une partie très minoritaire. La plupart des gens ont évidemment perdu de l'argent, et je parle même pas de ceux qui savent même pas se servir de PancakeSwap. Eux, c'est même pas sûr qu'ils retrouvent le moindre dollar qu'ils ont investi. Donc encore une fois, s'il vous plaît, faites vos recherches avant d'investir sur un projet, et c'est pas parce qu'on en parle sur Twitter que c'est un bon projet ou quoi que ce soit, ou que vous allez devenir riche du jour au lendemain. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai pu avoir comme problème autour de la DeFi et de ce qui est assez risqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un super pouce bleu. Et si vous avez aussi des conseils ou des erreurs, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça ceux qui sont plus débutants peuvent aller en commentaire pour en apprendre encore plus. Allez, je vous embête pas plus, portez-vous bien et salut tout le monde.